Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est le 13h, l'heure de société. Merci à vous de nous rejoindre comme chaque jour sur I24 News. C'est l'heure de déjeuner ensemble. Chers téléspectateurs, regardez le menu. Faut-il s'arrêter de vivre en temps de guerre ? À Alep, les combats font rage depuis maintenant 4 ans. Mais dans une ville éteinte et meurtrie, ses habitants tentent coûte que coûte de mener une vie normale. Rencontre avec Nadia Sweeney, de mère juive et de père musulman, prise entre 2 cultures et 2 religions, des camps de réfugiés palestiniens de Cisjordanie à la recherche de ses racines juives en France, notre correspondante l'a rencontrée à Paris. Une croissance qui fait rêver les pays européens, un taux de chômage toujours bas, Israël est considéré comme le miracle du Proche-Orient. Et pourtant, les statistiques de l'OCDE montrent un taux de pauvreté particulièrement haut. Nous parlerons de ce paradoxe dans notre grand dossier. Mais avant de rentrer dans le cœur de notre programme, on regarde ensemble les titres qui font l'actualité aujourd'hui. La France ne reculera pas devant la menace terroriste. François Hollande a immédiatement réagi après la diffusion d'une nouvelle vidéo signée Daesh. Elle met en scène les auteurs des attentats de Paris dans un testament macabre où ils annoncent même leur prochaine cible, Londres. Le président français qui est en Inde, il vient de signer un accord sur la vente de 36 Rafales. Le volet financier n'a pas été abordé, mais on parle d'un contrat de plusieurs milliards d'euros. Shimon Peres a été hospitalisé d'urgence. Hier soir, l'ancien président israélien âgé de 92 ans souffrait de douleurs à la poitrine et d'une arythmie 5 jours à peine après sa dernière sortie de l'hôpital. Selon les sources hospitalières, il est dans un état stable et se sent bien. Et je vous propose aujourd'hui de parler d'Alep, cette ville qui se trouve au nord de la Syrie et qui est devenue un enjeu clé dans le conflit qui oppose le régime d'Assad aux rebelles. Maurice Ifergan, bonjour. Bonjour Valérie. Pourquoi avoir choisi de parler justement d'Alep aujourd'hui ? Parce qu'à Alep, les 3 grandes forces, les forces régulières du régime, les rebelles et l'État islamique, se préparent en ce moment même à une bataille décisive pour le contrôle de la capitale du nord de la Syrie. Alors, nous allons voir comment les civils sont pris en otage et tentent de survivre dans cette ville martyre. Alep, donc, qui est au centre des plus violents combats qui opposent les rebelles à l'armée régulière de Bachar al-Assad. La ville martyre a été désertée par la majorité de ses habitants et la fameuse citadelle historique est en partie détruite. Comment survivre dans cet enfer pour ceux qui ne pouvaient pas prendre la fuite ? Dans la ville, certains ont trouvé une solution. Ils ont, figurez-vous, ouvert un club de boxe dans une cave. Les enfants peuvent ainsi, pendant quelques rangs, au moins oublier les souffrances de la guerre. Si vous avez des questions, des commentaires, Sarah Martinez est devant son ordinateur. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes la voix de nos téléspectateurs, alors n'hésitez pas à lui écrire, elle va intervenir en direct. Tout de suite, on regarde le sujet de Jonathan Serrero et on en parle évidemment après. Une salle de sport à l'ombre de l'effroi. Nous sommes à Alep, deuxième ville de Syrie, située au nord-ouest du pays. Depuis le début de la guerre civile en 2011, la cité antique a vu fuir la grande majorité de sa population prise en otage des bombardements. Mais il reste une poignée de téméraires, des combattants hauts comme 3 pommes qui ont choisi la boxe comme échappatoire. Ahmad et Shaban ont créé ce club pour permettre aux enfants de sortir des affres du quotidien. Nous sommes à la base de ce projet et nous avons réussi à attirer le plus grand nombre de personnes issues des zones libérées. Nous avons même organisé un tournoi pour les juniors et les débutants et tout cela a bien fonctionné. Nos champions maintiennent leur niveau et le niveau s'améliore. La boxe sert d'exutoire et peut aussi contribuer à la réalisation des rêves les plus fous. Je voulais participer à ce tournoi. Mon rêve est de devenir champion du monde. J'ai beaucoup apprécié participer à cette compétition. À la fin, j'ai perdu, mais je me sentais comme gagnant. Ce sport est aussi l'expression d'un instinct de survie. Elle permet à tous ces enfants de maintenir une activité normale au beau milieu des destructions. Donc on vient de le voir, le sport peut servir d'échappatoire à une situation pour le moins dramatique. Comment, Jonathan Serrero, le sport survit-il à la guerre ?
Je dirais dans un premier temps que le sport a balbutié ses premiers mots en temps de conflit lors de la Première Guerre mondiale. C'est là que le sport s'est véritablement démocratisé et ouvert à tous les participants. C'est bien au milieu donc des tranchées que c'est ouvert donc le sport a trouvé sa place. Le sport servait au départ à remonter le moral des troupes et à entretenir physiquement les soldats, des soldats issus pour la plupart de campagne. Ainsi, avec la présence des troupes étrangères en Europe, on a découvert le football, le volleyball et aussi le basket, mais aussi le rugby. On voit sur cette vidéo le deuxième match entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'était en 1915. En 1917, on voit ici les premières, on a vu aussi les premières élucubrations du haka, assez ridicule entre guillemets. On est loin bien sûr des Richie McCaw ou des des Julian Savea d'aujourd'hui. Le match s'est déroulé dans la Somme, en France, et a été perdu comme en octobre dernier, 40-0 par la France. Alors, le sport qui véhicule des belles valeurs comme la solidarité, l'esprit d'équipe, mais le sport qui sert aussi, Jonathan Serrero, des intérêts politiques et qui peut aussi envenimer des conflits. Oui, tout à fait, Valérie. Le sport a servi notamment Adolf Hitler à étendre sa puissance et son idéologie nazie en Allemagne, sauf qu'il ne pouvait pas prévoir lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 que ça allait être Jesse Owens, le coureur noir américain, qui allait remporter 4 médailles d'or lors de cette Olympiade. Et la légende raconte que Jesse Owens a été snobé par Adolf Hitler et pour ne pas rehausser l'aura d'Adolf Hitler, on dit que Jesse Owens raconte dans ses mémoires que le chef nazi lui aurait fait un signe lointain de la main et que le président Roosevelt ne l'aurait même pas salué. Ouais. Plus proche de nous, maintenant, à Moscou, en 1980, lors des Jeux Olympiques de Moscou, on a l'exemple des athlètes américains qui ont boycotté cette Olympiade pour protester justement contre l'invasion soviétique en Afghanistan. Et encore plus proche de nous, en Égypte, le 1er février 2012, à Port Saïd, en Égypte donc, 74 personnes périssent en marge du match entre Al-Masri, le club de la junte militaire alors au pouvoir, et Al-Ali, connu pour ses accointances avec les frères musulmans. L'Égypte était alors traversée par des révolutions et était 1 an après la chute de Hosni Moubarak. Merci Jonathan pour cette page d'histoire. Il y a beaucoup de questions sur Internet de nos téléspectateurs. Sarah Martinez. Oui, ça suscite beaucoup d'émotions chez nos téléspectateurs. Gérard de Bordeaux. Quels enfants merveilleux, quel courage, mais aussi quel gâchis. On a privé cette génération de son enfance, des innocents. Comment leurs parents peuvent-ils accepter de les laisser dans cette situation ? Alors, vous parlez évidemment du reportage sur la boxe qu'on vient de voir. Comment peut-on accepter cette situation, Maurice Fergan ? Valérie, c'est très difficile de juger ses parents parce que nous ne sommes pas dans leur situation. Mais on peut imaginer qu'il y aurait la solution de l'évacuation. C'est-à-dire que les parents décident de mettre leurs enfants en dehors du conflit. Il y a des solutions qui existent. Il y a énormément, je crois qu'un quart de la population d'Alep est réfugiée dans la ville voisine de Latakia. Là-bas, ils auraient pu les envoyer. Le problème, c'est qu'on les laisse finalement sans structure. Il n'y a pas d'organisme qui prendrait ces enfants en charge sans leurs parents. Donc le dilemme existe encore pour les parents. Donc l'autre solution qu'on peut imaginer, c'est d'assurer la protection des enfants dans la ville même. Là, c'est extrêmement difficile vu qu'il y a des obus qui tombent à peu près toutes les heures dans les rues et les cours d'école. Difficile de choisir. Difficilement gérable. Merci beaucoup, Jonathan. On vous retrouve demain. Autre échappatoire à la guerre, mais pour les plus âgés, le hammam de la ville, bain, détente, massage, un lieu hors du temps, mais tout de même menacé. Regardez. À Alep, le palais royal construit au XIIIe siècle constitue l'un des seuls trésors de la cité antique ravagée par 5 ans de combats. Immeubles, mosquées et hammams ont subi les affres du conflit. Pourtant, au beau milieu des ruines, la vie suit son cours. Malgré la guerre, la population n'entend pas renoncer à ses plaisirs quotidiens tels que se rendre au hammam.
Nous avons été longtemps privés de hammam. Nous sommes un peuple qui aime aller au hammam. Nous aimons ce genre de passe-temps. Les jeunes aiment venir ici avec leurs amis. Aujourd'hui, nous avons pris un bain et passé du bon temps. L'endroit est bien chauffé et l'eau aussi. Puis nous avons dîné et bu du thé entre amis. Nous nous sommes bien amusés. Ces moments de relaxation, les habitants d'Alep y sont attachés. Aller au hammam fait partie intégrante de la culture du pays. Il y avait 176 hammams dans la ville d'Alep. Puis un séisme destructeur, en 1927, a détruit près de 100 hammams. Il n'en restait après que 75-76. Tout ça, c'était avant le début de la guerre d'Alep. Depuis, ce hammam est le seul à être resté ouvert. À la veille du conflit, la localité du nord-ouest de la Syrie était connue pour son intense activité touristique. Dans ces rues estropiées par la guerre, déambulaient avant 2011 des centaines de milliers de visiteurs étrangers. Alep était aussi reconnu mondialement pour son savon et la beauté de l'architecture de ses hammams. Et j'ai le plaisir d'accueillir Israël Feynman. Bonjour, bienvenue, vous êtes psychologue, victimologue. Alors peut-on comment survivre, pouvez-vous nous dire comment survivre dans une ville comme ça qui est en guerre, une ville martyre finalement? Bien, de toute façon, ça doit être très très difficile, première chose, parce que la population est soumise à une angoisse de mort, donc une crainte de mourir sans arrêt, une culpabilité aussi, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi? Il peut y avoir toutes sortes de syndromes qui se mettent en place, qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Et effectivement, c'est extrêmement difficile. Mais il y a des stratégies de survie, même dans les endroits où il y a l'enfer. Et donc, on voit, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui, face au danger de mort, bien sont capables de s'adapter et d'avoir des ressources en eux-mêmes. Et ces gens-là, il faut effectivement les favoriser parce que c'est eux qui peuvent ramener un petit peu de santé mentale dans ce désordre terrible. Maurice, des images absolument terribles d'Alep qui tentent coûte que coûte de maintenir le quotidien. La vie continue malgré la guerre. Oui, je pense que c'est aussi un peu la formule secrète, c'est de maintenir une activité normale et quotidienne. On le voit à peu près partout dans les endroits où il y a des conflits. Les écoles continuent de fonctionner, les transports publics fonctionnent plus ou moins. Les services municipaux tentent d'assurer la distribution d'eau, d'électricité. Alors, on sait qu'à Alep, par exemple, il n'y a plus d'électricité dans la partie contrôlée par le régime, parce que c'est l'État islamique qui a pris le contrôle de la distribution d'électricité. Donc, il faut trouver des solutions pour s'éclairer, pour s'informer. Vous voyez, par exemple, à Alep, ils n'ont plus d'Internet depuis quelques mois. Donc, pour savoir ce qu'il se passe, il faut créer de nouveaux réseaux, des réseaux de communication avec les voisins, avec les autorités, pour se mettre au courant et savoir comment se protéger. Sarah, une autre question téléspectateur. Oui, cette fois de Anne de Strasbourg. Des enfants qui s'entraînent à la boxe, des adultes qui trouvent quelques heures de réconfort dans un hammam. Incroyable, je suis bouleversée. Ces gens-là sont-ils des victimes ou des héros ? Alors messieurs, victimes ou héros? Oui, ce qui se passe lorsqu'il y a une guerre comme ça terrible, eh bien, on ne comprend pas le sens de ce qui se passe. Ça dépend aussi, encore une fois, de la personne et de l'âge aussi, parce que pour les enfants, c'est encore plus terrible. Alors, il faut trouver un sens. Et c'est pourquoi ceux qui arrivent à produire des activités qui ont du sens en temps de paix, eh bien, peuvent permettre à la population justement de retrouver, disons, une logique à la vie. Autrement, bien, ça peut aller très loin. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à dormir parce que sans dormir, c'est peut-être mourir, etc. Donc, il faut absolument favoriser encore une fois ces personnes qui amènent du sens. Mais dites-moi, on parle beaucoup de ces Syriens qui ont fui et qui se trouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés, dans certains pays arabes ou européens, mais on ne parle jamais de ceux qui sont restés. Est-ce par choix ou bien est-ce qu'ils n'ont pas d'autres solutions ? Alors moi je pense que quitter tout, c'est extrêmement difficile. Bon, à mon avis, il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix. Ils se sont trouvés dans une espèce de trappe. Ils ne peuvent pas en sortir. Par contre, j'aimerais dire un mot juste sur ceux qui sortent et qui sont des réfugiés et qui arrivent à parvenir en Europe. J'ai vu une émission en Scandinavie, ils essayent de les amener à respecter les femmes, etc. Parce que c'est pas la même culture. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Parce que ces gens qui arrivent sont tous traumatisés par la guerre. Et un traumatisme grave. Donc il faut les prendre en charge aussi sur le plan du psychotraumatisme. Vous voyez, donc pourquoi sont-ils restés? Encore une fois, à mon avis, parce qu'ils n'ont pas pu sortir. Oui, mais alors justement, ces gens dont vous parliez, ceux qui sont finalement, qui arrivent à continuer à vivre, à essayer de continuer à vivre normalement, c'est ça l'instinct de survie?
Oui, c'est exactement ça. Même au cours de la Shoah, il y a eu des gens qui ont pu trouver le moyen d'avoir cet instinct de survie qui prédominait. Bon, encore une fois, c'est pas si facile que ça. Je pense que ça dépend de la personne, de sa construction psychologique à la base, et aussi de son altruisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable aussi de penser aux autres encore, etc. Parce que dans des conditions comme ça, de guerre, c'est chacun pour soi. Ouais. Alors, ce sont des véritables héros. Pour moi, ce sont des héros. Sarah, une autre question peut-être ? Oui, dernière question. Ces images sont terribles. Pourquoi pousser les gens à de telles souffrances ? Pourquoi Assad s'obstine-t-il à massacrer son propre peuple ? Jean-Claude de Paris est ému. Maurice, Israël, vous vous y collez ? Écoutez, c'est clair, là, je vous ai expliqué, c'est devenu une ville symbole. Je veux dire, c'est la ville qui tient tout le nord de la Syrie. Donc, les Iraniens, qui sont les patrons de Bachar al-Assad, ont tenté de le convaincre de céder sur Alep pour assurer la défense de Damas. C'est plus important pour les Iraniens que Assad survive à Damas plutôt que de survivre à Alep, qui finalement est une ville qui est pratiquement perdue déjà. Mais Assad s'obstine parce que pour lui, c'est une question de confiance. S'il laisse tomber maintenant 2 millions de personnes qui le soutiennent, alors Damas est perdu aussi. Rapidement, on ne peut pas parler de ce sujet sans parler d'Israël qui, depuis sa création, vit justement ce genre de choses. Comment les gens vivent-ils ces situations de tension sécuritaire permanente, les roquettes, les coups de couteau, les guerres, l'intifada ? Oui, alors mon ami le docteur Lopez, que vous avez interviewé il n'y a pas longtemps, a parlé du traumatisme chez les enfants d'Israël. Et je pense qu'il y a deux choses. Bon, c'est vrai que la population en Israël est assez traumatisée par tout ce qui se passe, mais il y a aussi un instinct de vie extrêmement fort et il y a beaucoup d'associations. Il y a un système associatif très puissant en Israël qui prend en charge beaucoup de volontaires pour justement aider les gens à sortir du traumatisme. Sans compter évidemment les professionnels, médecins, psychologues, etc. Merci. Alors pour conclure, je propose de faire la connaissance d'Abou Omar, résident du quartier Al-Shahar dans la zone d'Alep. Il possède toujours, figurez-vous, 24 voitures de collection garées en bas de chez lui et il tente tant bien que mal de les protéger des ravages de la guerre qui dure depuis 5 ans en Syrie. Regardez. Presque tous les jours, Abou Omar vient briquer délicatement ce qu'il reste de ses voitures. Au milieu des immeubles détruits d'Alep, ce passionné possède 24 voitures de collection. Mais il a du mal à les protéger du conflit qui ravage la Syrie depuis 5 ans. Il en a déjà perdu 6 dans des bombardements. Quand une de mes voitures est bombardée, c'est comme si moi ou quelqu'un de très proche avait été touché. C'est dur pour moi, comme si c'était mes enfants. Alors je descends pour voir. Ils ont bombardé plusieurs fois, mais grâce à Dieu, je continue à les réparer. Abou Omar est collectionneur depuis toujours. Sa première voiture, une Plymouth 1947. Sa famille, elle, a préféré fuir le conflit. À 69 ans, il se retrouve donc seul avec ses voitures dans sa vieille maison d'Alep, située dans le quartier d'Al-Shahar, une zone de la ville contrôlée par les rebelles. J'aime les choses anciennes, car elles étaient produites de manière plus authentique. Ça les rend plus robustes. Le fait qu'elles durent, que les hommes les aient utilisées pendant longtemps, ça montre qu'elles ont résisté au temps, comme les vieilles voitures solides, celles des années 40, 50 et 60, ou d'autres choses. J'aime tous les produits qui durent. Abou Omar a reçu plusieurs offres pour vendre ses voitures, mais il préfère attendre la fin de la guerre pour pouvoir les léguer à ses enfants. En 5 ans, 260 000 personnes sont mortes en Syrie et plus de la moitié de la population a dû fuir son foyer. Et c'est l'heure de notre grand entretien. Rencontre avec Nadia Soueni, fille d'une mère juive et d'un père musulman, 2 religions, 2 histoires et 2 identités particulières. L'histoire de Nadia Soueni est singulière, vous allez voir. Jeune journaliste, elle décide de tout plaquer pour aller vivre dans les camps de réfugiés palestiniens à Naplouse. Alors qu'éclate la seconde intifada sur place, elle devient correspondante à Ramallah et épouse un homme, Amjad. Cette idylle se transforme en cauchemar lorsqu'il lève la main sur elle. Elle subit jusqu'au jour où elle frôle la mort après un coup
portée sur la tête. Elle sera sauvée in extremis par un médecin israélien et reviendra en France des années plus tard. Nadia s'intéresse cette fois-ci à son identité juive alors qu'elle tombe sur une correspondance entre les membres de sa famille maternelle. Une histoire qui va la bouleverser. Elle décidera de publier ses mémoires, les mémoires de sa famille. Une aurore au devant des jours, 1940, le destin d'une famille juive en exil. Caroline Amouyal l'a rencontrée pour nous au mémorial de la Shoah à Paris. Regardez. Nadia n'aurait jamais cru, il y a quelques mois, tomber sur ce qu'elle allait découvrir. Je suis effectivement tombée sur des lettres de ma grand-mère. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, elle vivait aux États-Unis, qu'elle était partie en exil à cause de la guerre, parce que juive, qu'elle avait une famille très impliquée dans la lutte idéologique pour la reconnaissance de la France libre auprès des Américains, parce que c'était quand même très compliqué de faire reconnaître la lutte comme étant représentative de la France et non pas Vichy. Elle découvre également qu'elle est l'arrière-petite-fille de Henri Diamant-Berger, éminent cinéaste connu du tout Paris. Il est devenu le représentant de Gaulle à Hollywood pendant cette période. Donc il a participé par exemple à faire apparaître la France libre dans le film Casablanca, pour qu'on voit la croix de Lorraine. Ça c'était des petites choses, qu'on chante la Marseillaise. C'est des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais ça fait partie de la propagande en fait. Grâce à l'aide de sa famille, elle parvient à reconstituer un passé qu'elle ignorait dans le détail, sa mère Kathleen ne lui ayant jamais tout dévoilé. Oui, on en parlait, on savait quand même qu'on était juifs, ce qui est déjà pas mal. Non mais je veux dire nécessairement, à partir du moment où on est juif en Europe, juif ashkénaze en Europe, pour être précise, on a forcément à un moment donné une transmission familiale sur qu'est-ce qui s'est passé pour notre famille pendant cette période particulière. Ils n'ont jamais vraiment été pratiquants, mais en revanche, ils n'ont jamais eu honte de dire qu'ils étaient juifs, de revendiquer le fait qu'ils étaient juifs et de l'afficher. Mère juive, père musulman, dans chacune de ces quêtes d'identité, à Naplouse ou ici avec les courriers de sa famille, Nadia ne veut pas trancher, car par essence, elle se sent les deux à la fois. Je ne me sens pas juive de la même manière que je me sens musulmane. C'est deux façons de... Ça suscite des émotions différentes, des histoires différentes, une partie de la famille différente. Et donc nécessairement, ça active des leviers différents en moi. L'un n'annihile pas l'autre, c'est-à-dire que je me sens pleinement juive de la même manière que je me sens pleinement musulmane, pleinement française. Et que, en fait, ces identités-là, elles s'annulent pas les unes les autres. Je me sens pas en guéguerre contre moi-même. Mais comment vit-elle cette coexistence au quotidien ? Tu as beaucoup de mal à prendre un parti sous prétexte que tu appartiens au groupe. C'est-à-dire qu'aller défendre les musulmans sous prétexte que je suis musulmane, ça marche jusqu'à un certain moment. Parler des immigrés en France, je vais me sentir concernée. Même si, mais je vais avoir cette espèce de recul ou cette possibilité de changer d'angle, de regard, parce que j'ai des apports familiaux, historiques et de racines différentes. Je me considère fondamentalement française, parce qu'il me semble que l'identité française est cette faculté d'englober tous les autres, qu'il est possible d'englober tout ça et en revendiquant une identité française, donc je pense que c'est vachement important. Mais je trouve que le débat est super crispé, quoi. Et que dans la crispation, on fait des raccourcis et on enferme et on cloisonne. Ce cloisonnement, comme elle le décrit, ne présage, selon elle, rien de bon pour l'avenir. C'est pas parce qu'on ne refait jamais deux fois exactement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il va y avoir une extermination ou des choses comme ça. Je pense pas. On ne reproduit pas exactement les mêmes choses. En revanche, on sent qu'il y a des réflexes xénophobes, des réflexes de fermeture qu'on revoit, qu'on voit se régénérer, quoi. Avec des discours qui sont quand même assez proches de ce qu'on a déjà entendu par le passé. Et donc, moi je suis super inquiète pour l'avenir. Vraiment. Israël Feldman, je voyais regarder avec beaucoup d'intérêt à cette interview. Comment gérer une double identité, surtout deux identités comme ça qui s'opposent a priori ? Oui, je pense que lorsqu'on parle d'identité, il faut retourner à l'enfance. Et dans l'enfance, l'enfant doit accepter l'identité de son sexe. C'est pas simple. Pourquoi ? Parce que on perd quelque chose. C'est-à-dire que les enfants cherchent pendant le début de la vie, cherchent à avoir finalement tous les avantages des deux sexes. Et puis à un moment, il faut bien choisir. Alors, c'est la même chose sur le plan cérébral. On a deux cerveaux, il y en a un qui doit être dominant. Si les deux dominent, on ne peut même pas prendre un objet. Alors, vous voyez, donc, je pense que dans son cas, ce qui est terrible, c'est que ces deux identités en conflit. C'est-à-dire qu'il y a un conflit israélo-palestinien. Donc pour elle,
moi c'est le conseil que je lui donnerais, c'est de choisir vraiment son camp parce qu'elle peut être un pont ensuite entre... Donc vous n'avez pas été finalement, vous, convaincu par la sérénité de cette jeune femme? Non, je n'ai pas vu de sérénité, j'ai vu un refus, excusez-moi, mais de choisir. Alors, c'est pas la même chose. On n'a pas tendance à mélanger culture et religion, Maurice Fergan? Oui, là, il ne s'agit pas d'un syncrétisme religieux, c'est-à-dire une personne qui pratiquerait deux religions. C'est pas de ça qu'elle parle. Elle parle d'une espèce de syncrétisme culturel, si on peut désigner la chose comme ça, où elle sent en elle deux types de culture, deux types d'identité. Elle ne les voit pas contradictoires, elle les approche comme peut-être complémentaires même, mais en attendant, on ne parle pas d'une personne qui serait en train de pratiquer deux religions en conflit. Ce sont deux identités en conflit peut-être, mais pas de religion. En tous les cas, votre conseil, docteur Feldman, c'est de choisir l'une ou l'autre des religions. Parce sans rejeter l'autre, mais qu'il y en ait une qui domine. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. Le grand dossier de la semaine, nous parlerons de la pauvreté en Israël notamment, et au programme également du sport et de la mode. Restez là.